À la base de la comptabilité, il y a l'inscription des transactions dans les différents journaux, les différents livres que l'entreprise utilise pour structurer l'information comptable. La présentation que vous voyez aujourd'hui sera basée sur le livre Comptabilité 1, le cycle comptable de Perron et Delisle. L'objectif de l'atelier, c'est que le participant sera capable, à la fin du visionnement de celui-ci, d'inscrire des transactions au grand livre général et au journal général. Par contre, pour atteindre cet objectif, il y a un prérequis que vous devez avoir. Le prérequis, c'est de comprendre l'inscription d'une transaction dans les comptes en T, ce qu'on appelle aussi la croix comptable, et évidemment, d'être capable d'appliquer la notion de débit et de crédit. Sans ces deux prérequis, la compréhension de l'atelier que vous êtes en train de visionner sera assez difficile. Donc, je vous invite, si ce n'est pas le cas, d'aller reviser ces notions pour être en mesure de bien comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, l'atelier sera structuré autour de 5 étapes. Première étape, on va regarder le cycle comptable pour voir où le journal général, le grand livre général et les grands livres auxiliaires se situent. On va voir chacun de ces éléments pour voir par la suite l'inscription d'une transaction. Donc, comment on va standardiser l'inscription d'une transaction comptable. Évidemment, ici, on parle d'une transaction manuelle, faite à la main, dans un livre, là, papier, comme à l'époque. Et on va finir l'atelier par une explication rapide des sous-catégories d'actifs et de passifs. Alors, le cycle comptable. Alors, le cycle comptable, comme vous savez, la comptabilité reçoit des pièces justificatives. Elle va en faire l'inscription pour ensuite les analyser, produire les états financiers. Ce qui est important dans ce que nous avons à voir, c'est que l'inscription, ça se fait dans des grands livres et dans des journaux. On a conservé ces noms, malgré le fait qu'aujourd'hui, toutes ces inscriptions se font dans un système comptable informatisé. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, et cette époque n'est pas si lointaine, il y avait des livres réels, en papier, où les comptables inscrivaient religieusement chacune des transactions. Et ces inscriptions se sont structurées avec le temps pour devenir d'une formalité exemplaire. Et on a, dans le fond, transmis ces concepts-là aux logiciels qui sont utilisés aujourd'hui pour faire la comptabilité. Alors, même si le grand livre papier n'existe plus réellement, quoique vous pouvez encore en acheter là, dans les papeteries et dans les entreprises qui vendent du matériel de bureau, c'est quand même exactement la même logique dans tous les logiciels qui existent et qui traitent la comptabilité. Donc, il y a une place bien réelle dans le cycle comptable pour ce qu'on appelle les journaux, le grand livre et les grands livres auxiliaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces patentes-là? Alors, dans le fond, ce ne sont que des endroits qui, à l'époque, étaient physiques, aujourd'hui, ils sont logiques, où on va inscrire les transactions. Soit qu'on va inscrire les transactions chronologiquement, la transaction au complet, ou qu'on va inscrire une partie de cette transaction pour être capable de compiler l'information dans différents comptes. Ce qu'il faut se souvenir en comptabilité, c'est que si le compte n'existe pas, l'information n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut compiler, on ne peut que savoir le solde du compte client que si le compte client existe. On ne peut savoir que le solde du compte de banque que si le compte de banque existe dans notre système comptable. Et ce sont les grands livres, les journaux qui servent à compiler tout ça. En prenant un exemple de base. Alors, le journal général. Le journal général va compiler la transaction. Alors, on voit ici une transaction de base en date du 1er mai 2006. C'est une transaction où Christophe Larrivé, qui est le propriétaire de l'entreprise, a déposé 10 000 $ dans le compte de banque. Alors, dans le fond, le capital de Christophe Larrivé augmente de 10 000 $ au crédit. Le compte de banque augmente de 10 000 $ au débit.
Alors, dans le fond, le journal général, c'est l'inscription de chacune des transactions. C'est l'équivalent, dans le fond, des deux comptes en T que nous avons scindés ensemble pour la transaction. On se souvient que lorsqu'on fait un compte en T, on aurait un compte en T pour le compte de banque qui aura augmenté au débit et un deuxième compte en T pour le compte Christophe Larrivé Capital qui aurait augmenté au crédit. Dans le journal général, les deux sont scindés ensemble pour faire une inscription pour cette transaction au 1er mai. Alors, il y a la colonne de date, la colonne du nom des comptes, la colonne débit, la colonne crédit et une colonne référence. La colonne référence, c'est quoi? C'est tout simplement le numéro du compte de banque. Le numéro du compte Christophe Larrivé Capital. Tout ça est inscrit dans le journal général. Et dans le journal général, on aura la liste, dans le fond, de toutes les transactions que nous avons faites dans l'entreprise. Il serait utile aujourd'hui, en 2020, parce que ça fonctionne comme ça maintenant dans les logiciels comptables, de se rajouter une colonne ici, qui serait le numéro de la transaction. La transaction 1, 2, 3, 4, pour être capable de bien suivre chacune des transactions. Évidemment, la transaction dans le journal général, comme on la voit ici, ne nous donne pas le solde du compte de banque. Ça dit juste, il y a eu une transaction dans le compte de banque pour un montant de 10 000 $ au débit. Il y a eu une transaction de 10 000 $ dans le compte Christophe Larrivé Capital au crédit. Quel est le solde de ce compte de banque? On ne peut pas le savoir avec le journal général. Alors, pour le savoir, c'est de prendre le grand livre général. Où là, le grand livre général, dans le fond, il y a la liste de tous les comptes. Ici, il y a deux comptes auxquels on fait face. Le compte de banque et le compte Christophe Larrivé Capital. Le compte de banque est ici. Son numéro, c'est 110. Ici, il faut faire attention, il ne faut pas se mélanger entre le numéro du compte de banque à la banque, à l'institution financière, et le numéro du compte de banque dans notre système comptable. On ne parle pas du tout de la même chose. Lorsqu'on parle ici du numéro du compte de banque, qui est à 110, on parle du compte de banque dans le système comptable de l'entreprise. Même chose pour Christophe Larrivé Capital, numéro 400, on parle du compte Christophe Larrivé Capital dans le système comptable de l'entreprise. Et ce sont ces deux numéros-là, 110, que l'on retrouve ici dans la référence du journal général, et 400, que l'on retrouve toujours dans la référence du journal général. Comme ça, on ne peut pas se mélanger. Et mettons qu'on se serait trompé dans le nom banque ici, il y a la référence pour dire, regarde, ça là, c'est le compte numéro 110 qui se nomme banque. Le grand livre général, c'est extrêmement simple. On s'entend que le défi est au journal général et dans l'inscription de la transaction. Dans le grand livre général, il n'y a pas un grand défi. C'est juste la transcription de l'information que nous avons au journal général. Alors, on voit ici, compte de banque, 10 000 $, compte 110. Alors, le 1er mai, on a le dépôt numéro 1. Ça affecte le compte au débit pour un montant de 10 000 $ et le solde est à 10 000 $ parce que le départ était à 0. Même chose ici, le 1er mai, il y a un dépôt numéro 1. Dans le compte Christophe Larrivé Capital, ça affecte le compte au crédit pour un solde de 10 000 $. On va donc au grand livre général, à tout moment, on va être capable de voir le solde de notre compte. Non seulement le solde de notre compte, mais le solde de chacun des comptes. Alors, si dans cette entreprise, il y a 300 comptes différents dans le plan comptable étant la liste de tous les comptes, il y aura dans le grand livre général 300 comptes avec 300 numéros de comptes qui vont présenter les soldes à chaque transaction. Ça veut dire qu'à tout moment, si on a bien compilé nos transactions, on va connaître le solde dans chacun des comptes. Que ce soit ce matin à 10 h ou dans 2 semaines à 23 h, en allant voir le grand livre général pour un compte donné, on va être capable de voir le solde de ce compte. Okay? On remarque que ici, dans l'explication qu'on a là, dépôt numéro 1, l'explication qu'on a dans le compte de banque et dans le compte Christophe Larrivé Capital, c'est l'explication qu'on retrouve ici. Là.
après notre inscription de transaction au journal général. Alors, dans le fond, le journal général, c'est l'endroit où on va inscrire chacune des transactions. Le grand livre général, pour chacun des comptes, ce sont les endroits où on va transcrire la transaction pour connaître le solde de chaque compte. Donc, à la base, c'est pas si complexe que ça. On s'entend que le grand livre général, c'est un truc très très simple à comprendre et à appliquer. C'est vraiment du copier-coller de ce qu'on a fait au journal général. Maintenant, on a parlé du journal général, on a parlé du grand livre. Allons voir le grand livre auxiliaire. Okay? C'est la même logique. Le grand livre auxiliaire, dans le fond, c'est le détail du grand livre général. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, ici, là, c'est un petit dessin, mais on va le voir plus en détail tantôt. Il y a 3 éléments dans cette image-là qu'on trouve à la page 110 du livre de Perron et Bellil. Le premier élément, c'est le journal général. On voit 3 transactions qui affectent le compte client. Alors, les 3 transactions qui affectent le compte client sont transcrites au grand livre général dans le compte client. Évidemment, le compte client, on a plusieurs clients. Et comme j'ai dit tantôt, si ce n'est pas inscrit dans un compte, on n'a pas l'information. Alors, l'information du compte client, ça donne quoi? L'information dans le compte client, ça dit, bien voici, nos clients nous doivent 10 000 $. OK? C'est intéressant de savoir que nos clients nous doivent 10 000 $. Mais évidemment, dans une entreprise, pour être capable de gérer le quotidien de la comptabilité, il faut savoir, ben, c'est quels clients qui nous doivent de l'argent. Est-ce qu'il y a un client qui nous doit 10 000 $ ou il y a 10 clients qui nous doivent 1 000 $ chaque? C'est pas du tout la même chose au niveau de la gestion quotidienne de l'entreprise. Et c'est là que le grand livre auxiliaire entre en ligne de compte. Donc, le grand livre auxiliaire, c'est quoi? C'est le détail d'un compte au grand livre général. Par exemple, et c'est très simple à comprendre, dans le grand livre général, il y a le compte des clients. On va compiler là-dedans toutes les transactions où nos clients nous doivent des sous. Pour connaître quels sont les clients qui nous doivent de l'argent, on va avoir le détail dans les comptes de chacun des clients qui vont se situer dans le grand livre auxiliaire des clients. Alors, dans le journal général, on a la transaction sur les comptes clients. Dans le grand livre général, on a le solde du compte client. Et dans le grand livre auxiliaire, on a le solde du compte client pour chacun des clients. Alors, le grand livre auxiliaire, ce n'est que le détail d'un compte au grand livre général. Alors, si on regarde maintenant plus à fond les 3 transactions qu'on avait à la page précédente, donc on avait une transaction au 1er mai, une transaction au 2 mai, une transaction au 31 mai. Chacune de ces transactions affecte en quelque part le compte client. Donc, la première transaction, c'est un client auquel on a rendu un service de consultation pour un montant de 100 $ plus TPS et TVQ. Ça fait 114,98. Alors, le compte client a augmenté au débit de 114,98. Le compte client porte quel numéro? Porte le numéro 110 dans notre système comptable. Ici, on voit qu'on n'a pas inscrit les numéros des services de consultation, TPS, TVQ à payer. On aurait dû les mettre. Ensuite, on a le 2 mai, une transaction qui est équivalente. Donc, la même transaction, mais pour possiblement un autre client. Donc, service de consultation rendu pour 200 $ plus TPS, TVQ, avec un total du compte client de 229,95 au débit. Donc, le compte client augmente de 229,95. Évidemment, à un moment donné, ces clients devront payer. Là. Alors, c'est ce qu'on voit ici au 31 mai. Au 31 mai, il y a un client, on ne sait pas lequel ici, mais qui nous a payé. Ça fait que le compte client baisse au crédit pour un montant de 114,98 $. Et notre compte de banque va quant à lui augmenter de 114,98 $. On voit donc ici 3 transactions. 2 transactions, une au 1er mai et une au 2 mai, où le compte client augmente
parce qu'on a rendu des services à des clients, et une transaction au 31 mai où le compte client descend parce que le client nous a payé. Puis on voit, c'est ici la cliente Claire Lamarche qui nous a payé avec la facture numéro 1592 pour le chèque 25,85. Alors ça, c'est le journal général, c'est le détail de la transaction. On va prendre ces transactions et on va les inscrire au grand livre général. Alors, on a trois transactions, une au 1er mai, une au 2 mai, une au 31 mai. Et au grand livre général, dans le compte client numéro 110, on a nos trois transactions. 114,98, 229,95, ou au débit, où on voit le compte client augmenter. On voit ici, on passe de 0 à 114, 114 à 344, donc le compte client augmente. Et le 31 mai, on voit une transaction au crédit de 114,98 parce que la facture 15,92 a été payée. Donc le compte client passe de 344 à 229. Le 114,98, c'est quoi ça exactement? Bien, le 114,98, ça se trouve à être le paiement d'un client en particulier. Quel client? La cliente Claire Lamarche ici. Donc on voit le détail ici du compte client. On voit le détail où on a, dans le fond, Claire Lamarche, le 1er mai, la facture 15,92 est à payer dans 30 jours. Le compte client de Claire Lamarche augmente de 114,98. Cette somme sera payée au 31 mai, au complet, pour 114,98. Donc, le compte client, Claire Lamarche, passe de 0 à 114,98, donc de 114,98 à 0. Tandis que l'autre client, pour le 229,95, c'était Rénal Potvin. Ou le 2 mai, la facture 15,93 à payer dans 30 jours a augmenté de 229,95. Et on voit que il n'y a pas de paiement en date du 31 mai. On le voit bien ici, là, que le grand livre auxiliaire des comptes clients, ça se trouve avec le détail. Si on fait le solde, si on additionne les soldes du grand livre auxiliaire des comptes clients, 0 plus 229,95 au 31 mai, on a une somme de 229,95. Comment va-t-on inscrire une transaction? Donc là, on a vu précédemment le lien entre les comptes. L'inscription d'une transaction est standardisée. Il ne faut pas le faire approximativement. Il faut le faire exactement selon la procédure que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes. C'est très simple, il suffit d'être rigoureux et de toujours faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'évidemment, lorsqu'il y a des centaines, voire des milliers de transactions qui s'inscrivent dans une année, si on les écrit de façon tout croche, on ne se comprendra plus. Là. Et s'il y a plusieurs personnes qui écrivent les transactions, ce qui va arriver, ce qui arrivait évidemment dans les grandes entreprises, mais là, il faut que tout le monde travaille exactement de la même façon. Alors, la règle de base tient sa source dans le journal général. Alors, voici, on a la transaction qu'on avait tantôt, là, la transaction de dépôt de Christophe Larrivé dans le compte de banque initialement pour augmenter son compte capital. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une date. Alors, la date, on peut inscrire l'année au départ, puis inscrire seulement le mois et le jour après, ou on peut inscrire la date au complet. Comme aujourd'hui, on va utiliser Excel pour faire ce genre d'inscription, on pourrait rentrer la date, mettons 2020-05-01, pour inscrire la date complète à chaque date. Nous allons, nous, ajouter une colonne avant la colonne date, ici, qui va être la colonne du numéro de la transaction, un peu comme dans les systèmes informatiques aujourd'hui, où chaque transaction possède son numéro. Ensuite, dans le nom des comptes, on a les comptes qui sont affectés. Lorsque le compte sera au débit, on va le mettre à gauche. On voit ici que le compte de banque est au débit. Il se trouve en premier et à gauche. Dans le nom des comptes dans cette colonne, on va toujours commencer par inscrire les comptes qui sont au débit. Et par la suite,
on va inscrire les comptes qui sont au crédit. C'est pour ça que dans la transaction ici, on commence par le compte de banque parce qu'il est au débit pour un montant de 10 000 $. Dans cette colonne-là, on va inscrire le numéro du compte de banque dans notre système comptable. Ensuite, une fois que tous les comptes au débit ont été inscrits, on va inscrire les comptes au crédit. Le compte au crédit va être décalé. On voit ici, il y a un décalage ici. Ce qu'on appelle en langage de bureautique un retrait. Il est très important d'avoir ce retrait, ce décalage dans l'inscription générale. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait la différence entre le compte qui se retrouve au débit et le compte qui se retrouve au crédit. Alors le compte de banque ici, il est à gauche. Donc je sais qu'il est au débit. Et je le vois ici dans ma transaction, il est au débit. Le compte Christophe Larrivé Capital, il est décalé à droite. Donc il est au crédit. Et je le vois ici, il est au crédit. Dans le fond, que je regarde les inscriptions dans les comptes ou que je regarde débit-crédit, je dois avoir la même information. Les comptes de débit seront inscrits à gauche et les comptes de crédit seront décalés. Décalés de combien? Quelque chose comme 1 ou 2 cm, là, pas plus. Tant qu'il y a un décalage et que le décalage soit constant d'une transaction à l'autre. Le journal général, les pages vont être numérotées, ce qui est un détail pour nous qui est pas très important. Ensuite, à la fin de la transaction, ici, elle comporte 2 lignes, mais on s'entend que la transaction pourrait comporter 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Ça dépend de la complexité de cette transaction. Donc, à la fin de la transaction, nous avons un commentaire. Il doit y avoir un commentaire sur chaque transaction. C'est-à-dire que le commentaire n'est pas facultatif. Le commentaire, il est obligatoire. On voit que sur le commentaire, il n'y a pas de décalage. Le commentaire est exactement en ligne avec le compte banque. Donc le compte banque et le commentaire sont au même niveau. Le commentaire est entre parenthèses pour ne pas mélanger le commentaire avec un compte qui serait inscrit. On voit que le compte banque n'est pas entre parenthèses. Le compte Christophe Larrivé n'est pas entre parenthèses. Mais le commentaire est entre parenthèses. Okay. Ici, le commentaire, ben là, c'est ce qu'on inscrit comme commentaire, ben, c'est flexible. Okay. Si on a un dépôt, on va inscrire le numéro du dépôt. Si on a un chèque, on pourrait inscrire le numéro de chèque. Si on a un chèque et un nom de client, on pourrait inscrire le numéro de chèque et le nom de client. Si on a un chèque et un nom de fournisseur, on pourrait inscrire le numéro de chèque et le nom du fournisseur. Si on a un numéro de référence, parce que la transaction a été faite sur le web, on va inscrire le numéro de référence avec le compte client. Donc, ce qu'on inscrit dans le commentaire est flexible. Mais il faut que ce soit assez clair pour être capable de comprendre, ben c'est quoi cette transaction-là. Donc on voit ici, dépôt initial, dépôt numéro 1. C'est très très clair là. C'est Christophe Larrivé, qui est le propriétaire de l'entreprise, parce que c'est son compte capital qui est affecté au crédit, qui dépose dans le compte de l'entreprise 10 000 $. Donc on comprend très bien. Et ensuite, il y a une étape ici. La ligne est blanche. C'est pas pour rien. Okay? Ça aussi, c'est standardisé et il faut le faire comme ça. Après chaque transaction, il faut faire une ligne blanche. Il faut faire une ligne blanche, pourquoi? Ben pour faire une séparation entre chacune des transactions. Sinon, il y a un paquet de chiffres, il y a un paquet d'écritures. Ça devient beaucoup trop compliqué à comprendre. Donc, on va mettre une ligne blanche entre chacune des transactions, ce qui va faire une belle séparation sur chacune des transactions inscrites au journal général. Donc, le journal général, c'est la base de toutes les inscriptions comptables. Une fois qu'on a fait le journal général, on va transcrire le tout dans le grand livre général. Alors, dans le grand livre général, ce n'est qu'une liste chronologique. 1er mai, 2 mai, 31 mai, avec l'explication. L'explication qu'on revoit ici, ben, c'est dans le fond l'explication qu'on aurait dû mettre ici.
C'est assez logique. C'est dépôt numéro 1, on mettrait la même explication ici. Donc, dans le grand livre général, il y a différents comptes, compte client numéro 110, et il y a un numéro de référence. Ici, le numéro de référence, dans le livre de Perron et Bellil, on met le numéro de la page Journal général. Donc, JG1, ça veut dire Journal général, page 1. Donc, on était ici au Journal général à la page 1. Nous, on ne fera pas ça, parce que page 1, page 2, bon, on va mettre plutôt le numéro de la transaction. La transaction 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va être ça notre référence. Comme ça, on va être capable de prendre la transaction ici au 1er mai, y faire référence à une transaction complète dans le journal général. Ensuite, sur chacune des transactions, bon, on va inscrire la transaction au débit ou au crédit. Et on va inscrire le solde. Donc, on part à 0, plus 114 parce que le compte client augmente au débit, ça fait 114, plus 229 parce que le compte client augmente au débit, 344, et moins 114,98 parce que le compte client est réduit au crédit, ce qui donne 229,95. On voit donc que pour être capable d'inscrire notre solde correctement dans un compte du grand livre général, il faut bien comprendre la notion de débit et crédit. Il faut bien comprendre, est-ce que ce compte augmente au débit ou est-ce qu'il augmente au crédit? Sinon, on comprend que le solde va être tout croche. Okay? Donc, les comptes au grand livre général vont toujours se faire comme ça. On reproduit la date, on reproduit l'explication, on écrit dans référence le mot de la transaction, on écrit le montant en argent, débit, crédit, et on calcule le solde. On calcule le solde à chaque fois. À chaque ligne, il y aura le solde du compte, dans ce cas-là, numéro 110, qui est le compte client. Le grand livre auxiliaire, c'est exactement la même chose. Okay? C'est juste qu'on prend le détail. Donc, on avait ici 2 transactions pour le compte de Claire Lamarche. Il y a son numéro de compte ici, avec les dates, les explications, la référence au journal général. On va mettre dans notre cas le numéro de la transaction. Est-ce qu'on est au débit, est-ce qu'on est au crédit et le solde. Alors ici, c'est le grand livre auxiliaire des clients pour la cliente Claire Lamarche, plus 114 au débit, on obtient 114, moins 114 au crédit, on retombe à 0. Donc dans le fond, si on est capable d'écrire une transaction au grand livre général, comme on a vu ici, ben c'est exactement la même ligne qu'on copie-colle au grand livre auxiliaire des clients. C'est quand même assez simple au niveau de cette inscription dans les différents livres. On s'entend ici, la complexité est au journal général. Au niveau du grand livre général ou du grand livre auxiliaire, c'est vraiment un copier-coller de ce qui s'est fait avant. Ici, une petite revision par rapport aux sous-catégories d'actifs. Alors, on se souvient que dans la comptabilité, il y a l'actif, le passif et les capitaux propres. Et à l'intérieur des capitaux propres, ben, on a les capitaux propres, les revenus et les dépenses. Alors, dans l'actif et le passif, c'est divisé. L'actif est divisé en 2 sections. L'actif à court terme et ce qu'on pourrait appeler l'actif à long terme, ce qu'on appelle ici les immobilisations corporelles, qui sont des actifs à long terme, une chose qu'on va conserver longtemps. L'actif, on se souvient ce que c'est. L'actif, c'est ce dont l'entreprise est propriétaire. Donc, l'entreprise possède l'actif. L'entreprise est propriétaire de l'actif. Alors, dans l'actif à court terme, on a les liquidités, donc l'argent, et tous les actifs qu'on peut vendre à l'intérieur d'un an. Alors, si on a un actif et on peut le vendre ou l'utiliser à l'intérieur d'un an, ben à ce moment-là, ça rentre dans l'actif à court terme. Par exemple, le stock. Vous avez du stock, c'est rare qu'on va conserver. Il n'y a pas de raison de conserver un stock plus qu'une année. Si vous conservez un stock dans votre entreprise plus qu'une année, posez-vous de sérieuses questions sur la gestion de vos entrepôts. Donc, ça serait de l'actif à court terme. Par contre, dans les immobilisations corporelles, les actifs à long terme, on parle des meubles, des immeubles, donc une maison, un entrepôt, on va conserver ça plusieurs années. Un bureau, un ordinateur, on va conserver ça plusieurs années. Un téléphone cellulaire, même chose, on va conserver ça plusieurs années.
L'entreprise en sera donc propriétaire pendant un certain temps. Plus qu'1 an. On s'entend qu'on ne va pas conserver son téléphone cellulaire 10 ans. Quoique ça serait très bien. Mais même si le téléphone cellulaire, on le conserve 2, 3, voire même parfois 4 ans, ben c'est quand même plus qu'1 an. Donc, on va le rentrer dans les immobilisations corporelles. Donc, toute machine, tout instrument que nous conservons plus qu'une année va entrer dans la catégorie des immobilisations corporelles. Au niveau du passif, on a la même logique. On a le passif à court terme et le passif à long terme. Le passif à court terme, dans le fond, ce sont des dettes envers des tiers que nous devons rembourser durant l'année. On a des exemples ici, compte fournisseur, effets à payer, honoraires perçus d'avance, salaire à payer. C'est toutes des choses qu'on doit payer à court terme. Si vous avez un salaire à payer et que ça fait plus d'1 mois qu'il est à payer et que vous ne l'avez toujours pas payé, il est possible que ça vous cause des problèmes dans l'entreprise. Parce que les salariés vont dire, mais là, regarde, j'aime bien travailler chez vous, mais il faut que tu me payes. Si tu ne me payes pas selon la périodicité auquel on s'est entendu au départ, et que mon salaire est toujours à payer, bien, il est possible que j'aille travailler ailleurs. Donc, clairement, cette dette est un passif à court terme, est une dette envers un tiers qu'on doit payer rapidement. Et quand on dit durant l'année, là, on s'entend que les comptes fournisseurs, habituellement, on a 1 mois là, pour les payer. Ça pourrait monter à 2 mois, mais c'est plutôt rare. L'effet à payer, bien, ça dépend de l'entente que nous avons envers la tierce partie à qui on doit une dette. Les honoraires perçus d'avance, c'est de l'argent qu'on doit à un client. Ça peut varier, ça peut être là pour quelques mois. C'est possible qu'on a perçu un honoraire aujourd'hui et on va faire le travail seulement dans 4 mois. Ça se peut. Le salaire à payer, souvent, à l'intérieur de quelques semaines, le maximum 1 mois, il faut que ce soit payé, dépendant des ententes que vous avez avec vos salariés. Donc, clairement, l'ensemble de ces dettes doivent être remboursées durant l'année. Les dettes à long terme, ce qu'on appelle le passif à long terme, c'est des dettes qu'il faut rembourser sur plusieurs années. L'exemple classique, c'est des emprunts à long terme qui sont, par exemple, un emprunt hypothécaire sur un entrepôt, sur une maison, qu'on va souvent payer sur quelques décennies, 10, 15, 20, 25 ans. Donc, évidemment, si vous avez une dette sur un entrepôt, vous allez payer sur 25 ans, bien, vous allez clairement la payer à long terme. Okay? Alors, c'est ça l'idée. Donc, dans l'actif, il y a l'actif court terme, l'actif long terme. On retrouve la même chose au niveau du passif. Alors, je crois que nous avons atteint l'objectif de notre atelier d'aujourd'hui. On devrait, à partir de ces explications, en comprenant bien le débit-crédit et les comptes entiers, être capable d'inscrire une transaction au journal général, au grand livre général et même au grand livre auxiliaire.